Et donc, nous allons débuter ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire santé. Donc, que ce soit le téléphone intelligent, la tablette, la télévision, l'ordinateur ou encore la console de jeu, les écrans font partie du quotidien de la plupart des familles et donc des enfants. Donc, je suis Mélodie Santoul, je suis chargée de mission prévention à la CPM du Tarn et nous allons voir ensemble comment une utilisation modérée des écrans peut permettre de diminuer les risques associés tout en profitant des bons côtés. Donc, je laisserai la parole au docteur Bayard, donc, qui est médecin généraliste, et à Jeanne Tonicello, qui est orthophoniste. Bonjour mesdames et bienvenue. Donc, toutes deux aborderont plusieurs points que nous allons retrouver donc, au niveau du sommaire qui s'affiche à l'écran. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par un constat avec des données chiffrées. Nous continuerons avec les effets des écrans sur le développement des enfants et nous terminerons par les recommandations. Donc, l'intervention durera environ une trentaine de minutes, durant laquelle vos micros seront coupés. Vous pouvez toutefois participer, interagir, poser vos questions via l'onglet discussion du panneau de configuration. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, puisque tout à l'heure, il y aura une partie questions-réponses à laquelle nous pourrons répondre. Donc, comme pour chacun de nos webinaires santé, vous pourrez visionner ou revisionner le replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et donc, si vous êtes intéressé par nos webinaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et également à consulter le programme des webinaires à venir sur le site amedi.fr. Donc, je laisse maintenant la parole au docteur Bayard et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Dr Bayard, je suis médecin généraliste dans le Tarn depuis une trentaine d'années et j'ai constaté effectivement au fil de ces dernières années les effets délétères des écrans et raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressée au sujet et je vais vous faire partager quelques éléments. On va commencer tout d'abord par des données chiffrées et le constat. C'est que, voilà, déjà, comme l'a dit Madame Santoul en début de ce webinaire, les écrans, ça comporte en fait à la fois la télévision, les tablettes, les smartphones, les consoles de jeux et les ordinateurs. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation constante du temps qui est passé. Aujourd'hui, les enfants passent plus de temps devant les écrans qu'à l'école. Par an, on est à peu près sur 1500 heures d'écran par enfant versus 900 heures pour l'école. Ça, c'est très important. Et ce qu'on constate surtout, c'est une exposition aux écrans chez les tout-petits. Donc ça, c'est un élément extrêmement important quand on sait que le développement de l'enfant se fait à travers les interactions. On voit aussi une montée en charge des réseaux sociaux, notamment pour YouTube et Snapchat ces dernières années. 90% des adolescents sont sur YouTube et quasiment autant, voire plus, sur Snapchat. Et les jeux vidéo aussi. Donc, on est confronté à un véritable problème de santé publique qui nous concerne tous. Ce qu'il faut que vous sachiez quand vous rencontrez des enfants, si vous avez vous-même des enfants, si vous êtes éducateur, si vous êtes enseignant, c'est qu'à 11 ans, en moyenne, les enfants consomment 5 heures d'écran par jour. À 15 ans, c'est 8 heures par jour. Il faut que vous ayez cet élément. Alors, bien sûr, vous allez dire, moi, mon enfant ou le voisin, il fait que 3 heures. Ça veut dire que d'autres en font beaucoup, beaucoup plus. Du coup, ce temps passé devant les écrans, c'est un temps qui est volé au sommeil. Donc, 90 minutes de sommeil en moins. 4h30 d'écran en moyenne pour tout âge confondu, c'est 8 minutes de plus qu'en 2018. Alors, on pense toujours, quand on pense écran, on pense toujours au problème des addictions. Ça concerne quand même un élève sur 8. Donc, dans une classe, c'est 3 élèves qui vont avoir un usage problématique des écrans. C'est aussi un chiffre que je souhaitais vous donner. Ça date d'avril 2019. C'était donc avant le confinement. Donc, imaginez, après le confinement, les choses se sont aggravées.
Alors, ce tableau, donc, c'est pour vous montrer, en fait, dans le cadre de l'acquisition des téléphones portables, des consoles, des tablettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge, globalement, les équipements utilisés, l'âge d'obtention du premier téléphone, c'est 9 ans et 9 mois, en moyenne, hein, toujours pareil. L'ordinateur, 8 ans, la tablette, 6-7 ans quasiment, et les consoles à partir de 7 ans. Donc, c'est très, très tôt. Et quand on connaît, je pense notamment à la tablette, les risques d'addiction est important. Donc, vous voyez, c'est un âge très précoce. Donc, vous voyez, entre 7 et 10 ans, téléphone, tablette, console de jeu, ils sont quasiment 80%, 75% sont équipés. Ici, c'est le temps passé sur les écrans. Donc, vous n'êtes pas surpris de voir qu'effectivement, ce temps, il augmente. Ce qui était très important que vous voyez, c'est en noir. L'élément en noir, c'est le temps passé sur le web. Le temps passé sur le web. Donc, vous voyez qu'entre 2011 et 2022, en 11 ans, pour les enfants entre 1 et 6 ans, ce temps a été multiplié par 3. Entre 7 et 12 ans, multiplié par 2. Et finalement, entre 13 et 19 ans, je dirais que l'augmentation, elle n'est pas si majeure que ça. Mais entre 1 et 6 ans, quand vous voyez les rencontres qu'ils peuvent faire sur le web et qu'est-ce qui se passe sur cette toile. Donc ça, c'était une diapo que nous voulions vous faire partager. Surtout, donc, on voit que l'augmentation du temps passé se fait notamment sur Internet. Je vous ai rajouté aussi une problématique majeure qu'on identifie, la rencontre avec la pornographie. Hein, donc, savoir qu'à 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à du contenu pornographique. Un enfant sur 3 à 12 ans. 12 ans, c'est en 6e, 5e. 62%, donc 2 sur 3, ont vu leurs premières images pornographiques avant d'entrer au lycée, soit avant 15 ans. Et 82% des mineurs ont été exposés à des contenus pornographiques. 82%. Quand on connaît les ravages que cela fait sur la construction dans le cadre de la sexualité, c'est un élément extrêmement important et qui conditionnera aussi des éléments de notre propos à venir. La question des jeux d'argent aussi, hein, et de hasard sur Internet, ça concerne quand même 17% des adolescents. Ce n'est pas anecdotique. Je vous l'ai dit, donc 3 enfants par classe, donc 1 sur 8 qui a un usage problématique. Les réseaux sociaux, hein, donc ça, je tenais à vous dire aussi que l'utilisation et le temps passé sur le téléphone portable, notamment sur les réseaux sociaux, est statistiquement lié aux conduites suicidaires chez les filles. Plus de 2 heures passées sur les réseaux sociaux chez les filles est associée à une augmentation du risque et des idées suicidaires. La question de la perte de contrôle pour 15% de ceux qui utilisent les écrans. La question de l'accidentologie, notamment en voiture et en vélo, tout ça, à cause d'une conversation téléphonique. Et 37% des actifs qui utilisent des outils numériques professionnels hors temps de travail avant la période de confinement. Donc, tous ces chiffres-là, voilà, c'est des chiffres avant période de confinement. Je vais laisser la parole à Jeanne sur les effets des écrans sur le développement des enfants. Alors, Jeanne, vous n'avez pas le micro d'activer. Merci. Voilà. Super. Merci, Dr Bayard. Donc, je suis Jeanne Tonicello, je suis orthophoniste à Albi. Je travaille au CAMS polyvalent, au Bon Sauveur, et également en libéral. Je fais partie de l'association de prévention en orthophonie CAPLI 81. Voilà, donc là maintenant, nous allons aborder les effets des écrans sur le développement des enfants. Quand on parle de développement, on parle d'impact sur le développement cognitif, c'est-à-dire les fonctions cognitives, ce sont essentiellement l'attention et la mémoire qui permettent les apprentissages. Donc, nous allons commencer par développer l'impact sur le développement de l'attention volontaire, qui est une fonction cognitive indispensable à tous les apprentissages. En effet, quand votre enfant est en train d'apprendre,
donc apprendre à parler, plus tard à l'école apprendre à lire, à écrire, il a besoin d'une fonction qu'on appelle l'attention volontaire. C'est une forme d'attention qui est active et qui lui permet de se concentrer, tout simplement. Devant les écrans, au contraire, c'est une autre forme d'attention qui est stimulée. On l'appelle l'attention automatique. Elle est passive. On peut aussi l'appeler l'attention captée. En fait, l'enfant est capté par les écrans, par les contenus vidéo qui sont des images qui défilent rapidement et les bruits, voilà, tout ce qui est sonore et visuel qui défile assez rapidement, capte son attention de façon automatique. C'est un système de vigilance inné qu'il a, c'est un équipement qu'il a à la naissance pour se protéger en cas de danger. Hein. C'est le système d'attention qui nous permet de courir loin d'une explosion, par exemple. C'est celle-ci qui est stimulée devant les écrans au détriment de l'attention volontaire. Ce sont deux systèmes antagonistes. Donc, on voit d'après les études scientifiques qu'au-delà d'1 heure par jour d'exposition aux écrans, le risque de développer un déficit attentionnel est multiplié par 2. Je attire votre attention sur les écrans d'arrière-plan parce qu'on croit souvent qu'une télé allumée dans un salon n'a pas cet effet sur l'attention des enfants. Alors si les écrans allumés, même en fond, même dans le salon, alors que l'enfant semble peu intéressé, semble jouer à côté, oui, cela va avoir un impact sur son système attentionnel parce que cela va créer plusieurs fois une répétition de rupture attentionnelle. L'enfant est dans son jeu, il est concentré, mais attiré par l'image, attiré par le son, il va quitter son jeu et il va recommencer plusieurs fois son jeu à zéro au lieu de l'enrichir. Donc, on parle d'appauvrissement du jeu et cela aura le même impact dans les relations puisque les écrans viennent souvent interrompre la relation par toujours le même effet de captation par les signaux sonores et visuels. Ici, je vais vous parler un petit peu des conditions nécessaires à l'apprentissage du langage oral. Quels sont les prérequis pour entrer dans le langage? L'enfant, le bébé humain, a un besoin vital d'interaction humaine. Voilà, c'est un besoin de connexion avec ses parents, une connexion réelle ici. Donc, vous voyez, il est attentif dès ses premiers jours de vie à la voix humaine qu'il a déjà entendue in utero. Le bébé est capable de reconnaître la voix de sa mère. Il est particulièrement attentif, il est très intéressé par le visage humain également. Il va se concentrer sur le visage humain, regarder les mimiques du visage, notamment les yeux. Hein. On parle de regard adressé quand l'enfant fixe votre regard. Les sourires qui arrivent très tôt, hein, les sourires partagés, au début, simple sourire réflexe, et puis petit à petit, les sourires deviennent volontaires grâce aux interactions humaines, grâce aux échanges qu'il a avec les parents qui s'occupent de lui et les autres adultes de son entourage. C'est ainsi que le bébé va développer ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire la capacité donc de fixer ensemble le même objet et de s'intéresser ensemble à la même chose et de fixer à tour de rôle l'objet et le visage humain. Voilà, on attire l'attention du bébé sur un objet, il le regarde, puis il revient vers nous. C'est une forme de première communication, avant même le langage, et c'est un prérequis indispensable au langage oral. De la même manière que va se construire le tour de rôle, c'est-à-dire que dans les premiers échanges, même avant le langage, vous observerez un bébé qui gazouille, vous l'imitez, il vous écoute, vous vous arrêtez, il reprend son tour de parole. Ça s'observe très très tôt et c'est un des prérequis également au développement du langage oral. Devant les écrans, tout ce que je viens de vous décrire est impacté. Nous allons le voir ici parce qu'à partir d'1 heure d'écran, les enfants, comme le docteur Bayard vous l'a dit tout à l'heure, les nourrissons et les bébés sont déjà exposés aux écrans, soit par les écrans d'arrière-plan, soit par une exposition directe. On voit déjà des enfants dans leur transat passer plusieurs heures devant les écrans par jour, alors qu'ils sont sans langage. Cette présence des écrans dans les familles crée des ruptures dans les interactions familiales. On appelle ça la technoférence, c'est-à-dire à chaque fois que les outils technologiques viennent interférer dans les relations humaines.
Cela provoque une diminution des échanges intrafamiliaux, avec, selon certaines études qui ont mesuré l'impact sur les conversations dans la famille, avec jusqu'à moins 25% de mots entendus par l'enfant, de mots adressés directement à l'enfant. Moins 25%, je ne sais pas si vous représentez un gâteau, mais ça fait un quart du gâteau. Donc ça fait beaucoup de vocabulaire et de langage dont l'enfant est privé et qu'il ne pourra pas développer. Au-delà de 2 heures par jour, on voit que les risques de développer un retard du langage sont multipliés par 3. Maintenant, je vais aborder l'impact sur le développement du raisonnement. Donc, avant de parler, l'enfant, alors qu'on ne le voit pas encore, on ne peut pas encore le comprendre tout à fait, mais il se passe 1 milliard de choses dans son cerveau, des milliers de connexions neuronales à chaque expérience qu'il fait dans le monde réel. Et c'est ce qui va construire son raisonnement. Donc, on parle d'exploration sensorimotrice, c'est vraiment une période d'exploration du monde avec les 5 sens et avec la motricité engagée ensemble. L'enfant utilise ses mains, ses yeux, son ouïe, voilà. Il manipule les objets qu'on lui offre à découvrir, des objets du quotidien, des petits jouets adaptés. Et tout en manipulant, il se figure déjà, il raisonne déjà à partir des propriétés physiques de ces objets. Celui-ci est lourd, celui-ci est rond, celui-ci roule, celui-ci fait du bruit quand il tombe, celui-ci ne rentre pas dans la boîte. Tout ça, c'est du raisonnement et qui préfigure, qui préexiste au raisonnement logico-mathématique. L'enfant fait déjà des liens de cause à effet. Moi, je les appelle les ingénieurs, les enfants. Ils sont déjà capables de faire des liens et de vouloir reproduire ces expériences pour vérifier à chaque fois qu'une cause entraîne bien un effet. Voilà, c'est tout ce que je viens de vous dire construit le raisonnement et l'intelligence de l'enfant et indispensable à la future apparition des premiers mots. C'est grâce au concept que l'enfant construit que le langage va apparaître. Le langage ne se dépose pas sur un désert vierge, mais au contraire sur tout un univers rempli de concepts. Donc, quand l'enfant est exposé aux écrans, on parle de temps volé à toutes ces explorations, à tout ce jeu libre qui développe le raisonnement. Donc, on appelle ça également le déficit vidéo. Dans le déficit vidéo, il faut comprendre que l'enfant devant une vidéo peut toujours apprendre un petit quelque chose, mais ce sera toujours infiniment plus pauvre que ce qu'il aurait appris dans la situation réelle. Donc, le jeu libre et le raisonnement logique sont impactés par l'exposition aux écrans des tout-petits. Pourquoi les orthophonistes insistent énormément sur le jeu libre ? Parce qu'ils développent tout ce qu'on a vu tout à l'heure, le raisonnement, je vous ai dit, mais également, c'est à travers le jeu libre que l'enfant développe son attention volontaire, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, sa capacité à se concentrer sur quelque chose de manière durable. À travers le jeu, il développe également son langage. Il développe sa motricité fine, avec ses 10 doigts, et la motricité globale, tout son corps est engagé dans le jeu. Il développe le raisonnement, je l'ai dit, l'imagination évidemment, tout ce qui est créativité, mais aussi les compétences sociales, puisque dans le jeu, il va devoir négocier avec les autres enfants avec lesquels il joue, discuter, partager, etc. Donc, voilà ce que le jeu développe, et c'est ce que l'enfant a de mieux à faire dans son développement. Donc, il faut laisser évidemment les enfants jouer le plus longtemps possible pour développer toutes leurs compétences. Devant les écrans, on parle vraiment de temps volé au jeu. Voilà. Maintenant, je vais aborder un autre sujet qui est celui de l'apprentissage du langage écrit, donc la lecture et l'écriture. Les conditions favorables pour apprendre à lire, ce sont d'abord des habitudes précoces. Tout le temps que les parents auront consacré à la lecture dès le plus jeune âge, on peut lire, vous serez surpris de savoir qu'on peut lire un livre à un enfant de quelques semaines et qui s'intéresse déjà aux images et à l'objet livre. Donc les habitudes précoces, comme le petit rituel de l'histoire du soir, vont construire l'intérêt de l'enfant pour le livre, vont lui apporter du plaisir et de la motivation pour entrer dans cet univers du livre et du langage écrit.
vont développer bien sûr ses facultés attentionnelles, toujours le système d'attention volontaire. Évidemment, il aura plus facilement envie de faire l'effort d'apprendre à lire s'il a eu ses habitudes précoces et il aura envie d'y consacrer du temps. Et j'ajoute, parce que j'ai oublié de le mettre dans la diapo, que pour apprendre à lire, il faut déjà maîtriser le langage oral. Voilà, il faut avoir une bonne maîtrise du langage oral pour pouvoir entrer dans le langage écrit qui est plus complexe, qui présente des tournures du lexique, de la syntaxe un peu plus soutenues que dans le langage spontané à l'oral. Donc on voit que les écrans sont à nouveau un temps volé à ce temps de lecture, sont un temps volé et diminuent les habitudes précoces de lecture. Et plus l'enfant est exposé, plus le risque de retard d'apprentissage du langage écrit, donc tous les troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie, sont multipliés jusqu'à 3 fois, on voit sur cette diapo. Là aussi, je vais insister sur les effets positifs de la lecture dans le développement de l'enfant. D'abord parce que c'est un temps privilégié entre les parents et les enfants. C'est un temps d'échange riche, autour d'un langage riche. Le vocabulaire, la syntaxe proposés dans les livres sont soutenus, sont plus élaborés. La lecture offre également des connaissances culturelles parce qu'à travers les livres, l'enfant voyage dans d'autres mondes que le sien. On part dans d'autres pays, à d'autres époques, donc ça ouvre le champ de son imaginaire. On peut aussi, à travers la lecture, aborder des émotions et des situations vécues par l'enfant qui lui permettront de prendre de la distance, de relire certains passages difficiles de sa journée. Voilà, donc à travers les livres, on fait aussi de la régulation émotionnelle. Le livre, évidemment, développe l'imaginaire de l'enfant, voilà, toute sa créativité. Et plus on va lui lire des histoires, plus il va s'intéresser à cet objet livre et comprendre que l'écrit est porteur de sens, plus il va avoir envie d'apprendre à lire. Et l'enfant qui va arriver au CP avec ce bagage-là, ces habitudes-là de lecture, n'aura pas la même impression d'effort à faire pour rentrer dans cet apprentissage qui est très laborieux. Alors qu'un enfant qui aura manqué, qui aura été privé de ses habitudes précoces de lecture, aura une sensation vraiment d'apprentissage très pénible et il prêtera beaucoup moins d'intérêt et aura l'impression que c'est un peu vide de sens. Voilà. Donc, vraiment, on insiste sur l'intérêt de développer ces habitudes précoces de lecture dès le plus jeune âge. Merci Jeanne pour ces précisions. On va passer effectivement aux questions de sédentarité et du sommeil avec le docteur Bayard. Merci. Alors, comme je le disais tout à l'heure en introduction, le fait d'être sur les écrans va se faire, le temps passé devant les écrans va se faire au détriment du sommeil, mais aussi il y a un effet neurobiologique, c'est-à-dire que la lumière bleue des écrans entraîne une réduction de la synthèse de mélatonine, qui est en fait la petite aiguille qui déclenche le sommeil. Donc, il y a une altération qualitative et quantitative du sommeil. Donc, le sommeil est de moins bonne qualité et un sommeil est en quantité réduite à la fois par le temps passé, mais aussi par le fait que voilà, la mélatonine retarde le déclenchement du sommeil par inhibition de sa synthèse. Quand on sait que les adolescents ont besoin de plus de sommeil, ont déjà des troubles du sommeil de façon physiologique, un adolescent, en fait, il a besoin d'une quantité de sommeil plus importante, il a un sommeil de moins bonne qualité. Donc, vous rajoutez des écrans là-dessus et vous augmentez les problématiques. Le deuxième problème majeur, c'est la question du fait d'être beaucoup plus assis ou allongé et de ne pas bouger son corps, ce qu'on appelle la sédentarité. Donc, l'augmentation du temps de sédentarité, puisque le temps passé se fait au détriment d'aller marcher, de jouer, de courir. Et en plus, les écrans favorisent le grignotage et favorisent le mauvais grignotage, c'est-à-dire le fait de manger des choses sucrées, des sodas. Voilà, ça stimule des zones dans le cerveau
qui favorisent le mauvais grignotage. Donc, tout cela, bien sûr, va avoir des conséquences au niveau des risques cardiovasculaires qui s'installent très tôt, hein, puisqu'on sait très bien que le fait d'avoir une activité physique et une bonne hygiène de vie, une alimentation saine, de ne pas manger trop d'aliments ultra transformés est un facteur de protection, et au contraire, le fait de consommer des aliments ultra transformés est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, augmentation des risques d'obésité, de surpoids qui sont liés à la sédentarité en particulier. Les enfants, donc 4 enfants sur 5 de 3 à 10 ans, ça c'est une étude qui a été faite après le confinement, 4 enfants sur 5 de 3 à 10 ans ne pratiquent pas d'activité physique quotidienne. Et 2 adolescents sur 3 ne suivent pas les recommandations. 2 adolescents sur 3 et 4 enfants de 3 à 10 ans sur 5. C'est énorme. Quand on sait que le sommeil, c'est la clé de voûte de l'intégration émotionnelle, sanitaire et cognitive, on voit aussi les dégâts que ça va faire en termes de développement. Je vous ai mis ici les recommandations en matière d'activité physique et des recommandations au niveau de la sédentarité. Hein, donc, un enfant de moins de 5 ans doit faire au moins 3 heures d'activité. Quand on dit activité physique, ce n'est pas du sport. Il doit bouger son corps au moins 3 heures par jour. Hein. Au-delà, donc, c'est 1 heure d'activité physique par jour, d'intensité modérée à intense. Donc là, on est plus dans l'activité physique, on va dire sport, courir, faire du vélo, marcher et tout cela. Donc, ce n'est pas 1 heure en suivant, mais c'est par tranche de 10 minutes. Donc, ensuite, il y a donc, concernant la sédentarité, l'exposition aux écrans, donc à moins de 2 ans, éviter l'exposition aux écrans. On va le revoir dans le cadre des recommandations qu'on l'on voit un petit peu plus tard. Un effet des écrans aussi sur la vision. Hein. Donc, on sait que ce qu'il faut comprendre, c'est que les écrans interviennent à un âge où l'enfant développe son cerveau. Et donc, quand il est privé de stimulation, le cerveau, il y a des zones qui ne vont pas se développer. Et donc, dans le cadre des écrans et sur le champ visuel, c'est une partie du champ visuel qui est sollicitée. Et donc, il peut y avoir une réduction et une sursollicitation de la vision de près. Donc, il semblerait que les écrans favoriseraient la myopie. Deuxièmement, vous avez entendu parler de la lumière bleue aussi, qui est dangereuse pour la rétine, serait un facteur de risque au niveau de la dégénérescence maculaire, qui est une maladie que l'on voit actuellement chez les personnes âgées, dégénérescence au niveau de la zone qui permet de voir de façon très détaillée. Donc, on observe qu'il y aurait un risque de dégénérescence maculaire plus précoce, le problème de la cataracte, mais aussi les yeux secs, la fatigue visuelle et les troubles de l'oculomotricité, c'est-à-dire la difficulté pour les enfants à avoir une vision binoculaire bien organisée, et raison pour lesquelles ils doivent faire des séances, par exemple, chez l'orthoptiste. Quelles sont les recommandations en matière des écrans? Parce que les écrans font partie de notre vie. Donc, on est sur un usage raisonné, raisonnable des écrans et maîtrisé. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, donc en fonction de l'âge que vous avez, il y a aussi une question de faire avec et ne pas subir de plein fouet les temps d'écran que nos enfants vivent actuellement. Donc, on voit bien qu'effectivement, on partage des temps de loisirs, c'est aussi un plaisir. C'est d'ailleurs un peu la problématique de l'activation de ce circuit du plaisir dans le cerveau de nos enfants, qui est un des facteurs de surconsommation d'écran. Mais les écrans aussi, on a beaucoup d'informations. Il y a un tas d'enfants qui apprennent beaucoup de choses à travers les écrans. Donc, il y a des effets bénéfiques. Mais attention à ce qu'ils regardent, attention à la quantité et attention à la façon dont nous, en tant que parents, on accompagne cet usage des écrans. C'est-à-dire soit ils sont seuls devant leurs écrans, les contenus, donc s'il n'y a pas de logiciel de contrôle et d'accompagnement, cela peut être extrêmement délétère, voire dangereux pour l'équilibre global de l'enfant.
effectivement, en tant que parents, on est tous parents plus ou moins âgés, interrogeons-nous sur nos enfants nous regardent vivre. Donc, quel temps nous-mêmes nous passons devant les écrans et est-ce que parfois ça ne nous arrange pas que l'enfant soit lui-même sur son écran pour avoir un peu la paix et un peu de tranquillité pour aller nous-mêmes sur nos propres réseaux sociaux. Donc, je crois que c'est vraiment, quand je disais tous concernés, c'est professionnels de santé certes, mais tous parents, grands frères, grandes sœurs, éducateurs, interrogeons-nous sur notre propre consommation d'écran et l'exemple que nous donnons. Donc, dans le cadre de recommandations, voilà, l'élément essentiel, on l'a répété, il ne faut pas d'écran avant 3 ans. Je crois que l'exposé de Jeanne vous a permis de comprendre que l'enfant, le développement de l'enfant se fait à travers les interactions, à travers le contact avec les matières, à travers la relation, à travers les regards, à travers l'attention. Donc, voilà, tous ces éléments de découverte vont structurer son cerveau et très, très tôt. Donc, pas d'écran avant 3 ans, c'est un principe. Même un écran en fond, la télévision, le syndrome de la vidéo, c'est-à-dire l'enfant où la télévision est allumée en fond, c'est non, ça perturbe son développement. Recommandation simple, la campagne des 4 pas, donc, qui a été, c'est Sabine Duflo, une psychologue, c'est très simple à mettre en place. Donc, déjà, première chose, par rapport à la question de l'attention, pas d'écran le matin. 15 minutes de télévision le matin, ça vide la capacité attentionnelle de l'enfant pour la matinée. C'est-à-dire qu'un enfant petit qui a regardé un petit dessin animé, cet enfant, il va arriver à l'école, il n'a plus de capacité attentionnelle. Deuxième chose, relativement facile, attention à la télévision qui est allumée pour avoir les informations. Donc, pas d'écran pendant le repas, puisque c'est au détriment des interactions. Et puis aussi, il y a la question du contenu. Les enfants peuvent avoir une sensibilité particulière au contenu de ce qui se dit, qu'on ne maîtrise pas toujours l'impact que cela peut avoir sur son petit cerveau. Vous avez compris par rapport à la question de la mélatonine en particulier, pas d'écran avant de se coucher, retard d'endormissement et altération de la qualité du sommeil. Et quand on sait que pendant le sommeil, le cerveau se construit. Et donc, et aussi pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Deuxième recommandation qui avait été faite par Serge Tisseron, c'était donc le 3, 6, 9, 12 qui redisait pas d'écran avant 3 ans. Suivante, clic. Voilà, Serge Tisseron. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans. Donc, ils peuvent jouer, mais pas leur propre console. Pas d'Internet uniquement avant 9 ans, donc uniquement après 9 ans et encore sous contrôle parental. Et les réseaux sociaux, pas avant 12 ans et attention, encore après 12 ans, accompagné, maîtrisé. Jeanne ? Oui, ici, il y a un tableau qui est très utile, je pense, qui rappelle un petit peu tout ce que le docteur Bayard vient de dire. Donc, vous voyez chaque écran en haut, l'âge des enfants à gauche, qu'est-ce qui est favorable ou pas, et puis surtout, ce qui est intéressant pour vous donner des notions de durée par jour, une moyenne à ne pas dépasser, voilà. Une moyenne idéale. Donc, on voit bien avant 3 ans, pas d'écran. Entre 3 et 6 ans, on est autour de 20 minutes par jour avec un parent qui contrôle, qui n'est pas loin. Entre 6 et 9 ans, 30 minutes par jour, toujours le parent à proximité. Entre 9 et 13 ans, on reste à 30 minutes par jour. Et après 13 ans, on n'a pas mis de durée, mais évidemment, il faut éviter de dépasser une heure par jour. 2 heures, c'est vraiment déjà critique. Donc là, et puis je pense que tant que l'enfant n'est pas majeur, il n'est pas capable de s'auto-réguler avant 20 ans. Donc les parents, il y a du boulot. C'est ça. Voilà, donc ce petit tableau reprend quelques éléments. Je propose de passer peut-être à donner quelques conseils aux parents. Je vois qu'il y a pas mal de questions au niveau du chat, donc je propose de passer un petit peu aux quelques conseils avec les parents, de passer sur la conclusion et nous pourrons passer ensuite, nous pourrons répondre à toutes vos questions.
Voilà, donc la question, c'est de devenir l'accompagnement, la parentalité numérique, en fait. Donc, il faut définir des règles, hein, c'est comme tout, l'éducation au numérique. Quand l'enfant dit, bah oui, mais je m'ennuie, mais c'est bien, tu t'ennuies, mais ton cerveau, il est en train de grossir, hein, parce que cet ennui, il est nécessaire. Il faut qu'on ait, en tant que parent, que vous ayez conscience que l'ennui est essentiel au développement de l'imaginaire de l'enfant. Le contrôle de ce qu'il visionne, hein, donc les logiciels de contrôle parental. Attention dans les achats et notamment pour Noël. Hein, donc, si nous avons fait ce webinaire, c'est aussi peut-être en prévision de cela. Attention de vouloir lui faire plaisir. Oui, il va être content d'avoir un portable, mais attention, donc, éviter de l'équiper avant 12 ans et 14 ans pour le smartphone. Le logiciel de contrôle parental, j'en ai parlé. Jouer avec l'enfant, c'est-à-dire passer du temps aussi avec lui, sortir, se promener, être physiquement avec lui. Vous interdisez les écrans dans la chambre et évitez l'exposition 1 heure avant. Et attention visionner le webinaire dédié au danger des écrans. Donc, vous y êtes. Alors, moi, c'est ce que j'ai identifié. Souvent, les enfants ont des troubles des apprentissages. Donc, on pensait que l'enfant avait des troubles du comportement, des troubles des apprentissages. On pensait qu'il avait des problèmes psychologiques. Maintenant, on pense qu'il a des problèmes des dyslexies, des dysphasies, des dyspraxies. Et maintenant, avant de penser 10, je pense qu'il faut déjà commencer à penser sur les écrans, hein, qui a des répercussions sur leur concentration, sur leur comportement, agitation, impulsivité, anxiété, augmentation de l'anxiété. Dès qu'on a un retard de langage, attention, pensez au temps passé devant les écrans, le trouble du sommeil et bien sûr la question du poids. Donc, posez-vous toujours la question des écrans et moi, en tant que médecin généraliste, je l'aborde de façon systématique et dès qu'un enfant a des troubles, je conseille de toute façon, avant d'envisager tous les bilans, de faire une réduction du temps d'exposition aux écrans. Voilà, ça reprend un petit peu les éléments que nous avions. Oui, c'est la même chose. Tout à fait. Eh bien, merci Jeanne, merci docteur pour toutes ces explications. Donc, nous allons maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. Je vois effectivement que vous êtes nombreux à vous interroger. Si vous n'avez pas eu le temps encore de poser vos questions, pas de souci, vous pouvez toujours le faire dans le panneau de configuration et dans l'onglet discussion. Alors, en première question, on nous demande quelle définition nous pouvons donner d'un usage problématique des écrans. Est-ce qu'on peut quantifier, est-ce qu'on pourrait donner une définition à cet usage problématique ou pas, éventuellement? Alors, je dirais qu'en fait, un usage problématique, c'est à partir du moment où l'enfant, il s'isole, c'est-à-dire il est en chute au niveau des résultats scolaires, où il se coupe de ses copains, où il y a un retentissement sur le social, hein, donc le scolaire, et sur le comportement, le psychisme. Voilà, donc usage problématique, c'est à partir du moment où un enfant a une consommation importante en nombre d'heures et où il y a un retentissement au niveau de ses activités et de ses liens sociaux et de ses résultats scolaires. Super, merci docteur. Alors, nous avons une interrogation. À défaut de pouvoir convaincre les parents de ne pas laisser les enfants devant les écrans, comment les aider à regarder les écrans de façon plus adaptée? Alors, je pense que déjà, c'est prendre conscience de sa propre consommation d'écran. Donc, c'est pour ça que je pense que nous aiderons nos enfants si nous avons nous-mêmes conscience de ce que nous faisons. Je crois que c'est regarder, visionner en dehors de la présence des enfants. Donc, quand les enfants sont là, c'est savoir passer du temps avec eux, du temps de repas, du temps au niveau de la toilette, du temps de loisirs. Voilà, on a des enfants, ils sont là pour qu'on passe du temps avec eux. Hein. Ce temps, il est court hein, parce qu'à 16-17 ans, ils sont partis. Donc, c'est passer du temps avec eux et nous-mêmes
voilà, être en capacité, bien sûr que les écrans que l'on utilise à la maison, c'est des écrans plutôt récréatifs, les utiliser davantage en dehors de la présence des enfants. Jeanne, oui. Je pense je pense qu'il y a de nombreux professionnels de l'enfance qui nous regardent, de l'éducation, de la santé. En fait, pour aider ces parents qui sont pas tout à fait convaincus ou conscients des effets négatifs sur le cerveau des enfants, le message va d'autant mieux passer qu'il se répète dans les différents lieux de vie. Je pense à l'école, je pense aux cabinets médicaux. Et plus le message va se répéter et converger, plus les familles prennent conscience petit à petit. Les parents parlent entre eux. Donc, même ceux qui n'assistent pas à ce webinaire, peut-être en entendront parler dans les conversations à l'école, etc. Et petit à petit, je crois à l'effet boule de neige de notre message de prévention. C'est l'objectif effectivement de ce webinaire, hein, c'est de pouvoir expliquer, hein, non pas de diaboliser les écrans, mais c'est de pouvoir donner des clés et du sens en fait, parce que c'est vrai qu'on sait globalement que les écrans ne sont pas forcément bons, mais on ne sait pas pourquoi et c'est pour ça que vous l'avez très bien expliqué. Et c'est vrai que voilà, cet effet, le fait d'en parler à l'école, d'en parler au niveau des professionnels de santé, dans les centres de loisirs, que les parents en parlent, il y a aussi une harmonisation au niveau du discours. Si tout le monde, tout l'entourage des enfants porte le même discours, effectivement, c'est là qu'on va gagner en efficacité. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un moins mauvais écran télé versus jeux vidéo? Est-ce qu'il y a alors peut-être pas meilleur, mais est-ce qu'il y a un moins mauvais écran par rapport à un autre? Alors, je pense que le pire écran, c'est l'écran passif. Donc, c'est la vidéo devant laquelle l'enfant est exposé passivement et il n'y a pas d'interaction, il ne se passe pas grand-chose. Alors évidemment, je ne diabolise pas les bons films qu'on peut voir en famille, les bons Walt Disney, évidemment. Mais le meilleur écran, c'est celui qu'on peut partager déjà. Donc quand on regarde un film ensemble ou un petit dessin animé ensemble, on peut en parler et on a le droit d'interrompre même, on peut parler pendant le visionnage, surtout si ça fait peur, s'il y a un passage inquiétant. Donc pour moi, le meilleur écran, c'est celui qui se partage avec les parents. De la même manière que les jeux vidéo sont un peu plus actifs, il y a des choses à faire, il y a des stratégies, etc. Donc là, on a des écrans un peu plus actifs. Mais là encore, il faut que les parents soient là pour partager et vérifier toujours le contenu, hein, parce que quand on dit jeux vidéo, on peut aussi aller dériver rapidement sur des contenus très violents. Donc voilà, je pense que c'est quand l'écran est un support d'interaction, il devient intéressant. Tout à fait. Et je dirais aussi, Mélodie, juste je rajouterai, l'écran aussi qui est transportable, c'est-à-dire la question de la tablette et du smartphone, en fait, où l'enfant peut se cacher pour le regarder, échappe complètement à tout contrôle, est aussi attention à cet écran, chez les petits en particulier. Tout à fait. Alors après, on nous demande si nous avons des données spécifiques par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et notamment l'impact un peu sur le moral des jeunes. Vous en avez parlé, hein, docteur, avec l'exemple notamment de l'impact des réseaux sociaux sur l'impact moral, hein, des jeunes. Alors, c'est vrai que là, on ne peut pas parler de tout parce que c'est vrai qu'un webinaire, c'est un format court. Donc là, c'est une première approche au niveau des écrans. Peut-être qu'il y aura d'autres webinaires, peut-être un peu plus sur l'usage des réseaux sociaux ou autres. Mais là, c'est vrai qu'on ne peut pas tout aborder sur cette thématique-là. Alors après, on nous demande, est-ce que vous auriez des conseils, des rituels justement pour aider les parents à utiliser de façon raisonnée les écrans? Parce que c'est vrai que du coup, il y a certains enfants qui font des crises lorsqu'on arrête la télévision. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi et donner des conseils aux parents justement pour trouver une espèce de rituel pour dire stop, quoi, tout simplement? Et est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Alors sur le pourquoi, je laisse le docteur Bayard expliquer la crise. Pourquoi la crise? Alors, en fait, si vous voulez, la question des écrans, c'est la question de l'activation du circuit de la dopamine, c'est-à-dire que ça stimule le circuit du plaisir. Donc, l'enfant, quand il regarde un écran, il est dans une spirale du plaisir. Et donc, couper cet écran, c'est en fait le couper d'un plaisir. Et donc, quand on coupe de quelque chose dans lequel on est bien et on se sent décontracté, qu'on a du plaisir, c'est toujours frustrant. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on est un enfant et qu'on ne comprend pas les raisons de couper cet état.
Donc ça, c'est neurobiologique. Et c'est là toute la dangerosité, à savoir d'ailleurs que les personnes qui créent les réseaux, qui créent toutes ces plateformes, se sont appuyées sur les sciences de la neurobiologie pour construire Snapchat, YouTube, etc. Et je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, une excellente série sur écran, mais ce n'est pas grave, qui s'appelle Dopamine. C'est sur Arte et il y a une série de 5 ou 6 petits webinaires, webinaires ou reportages qui expliquent comment tel réseau ou telle structure a utilisé les neurosciences. Tout est étudié et analysé. Ce n'est pas par hasard. Hein. Concernant les outils pour les parents pour justement faire face à cette frustration particulière qu'entraîne l'arrêt des écrans, je pense toujours qu'il faut avertir à l'avance les enfants de la durée qu'ils auront le droit de visionner. Ça peut être sous forme de ticket qu'on leur donne, un ticket vidéo de 15 minutes ou 30 minutes. On peut mettre une petite sonnerie et on lui explique à l'avance quand ça sonne, on va couper, ou à la fin de tel petit passage, on coupe. Toujours les prévenir et leur expliquer. Au moment de la colère, ne jamais se fâcher parce qu'ils ne sont pas responsables de ce déluge hormonal et émotionnel qui leur tombe dessus. Donc, expliquez bien à vos enfants ce qui se passe un petit peu dans leur cerveau, dans leur corps, et pourquoi ils se sentent si mal quand on arrête l'écran. Ce n'est pas de leur faute. On comprend bien pourquoi c'est si compliqué. Plus ils sont jeunes, plus c'est compliqué. Mais petit à petit, l'enfant comprend, anticipe et donc gère mieux la frustration et l'émotion négative de l'arrêt des écrans. Voilà. Oui, comme la personne l'avait dit, c'est une sorte de rituel. Donc, pour qu'un rituel fasse son effet, il faut le répéter. Mais au début, ça risque d'être un petit peu compliqué. Puis petit à petit, effectivement, ça va être de plus en plus facile. En termes de rituel, il y a aussi les jours sans écran et les jours avec. Vous pouvez très bien instaurer les jours d'école, pas d'écran. Les jours de mercredi, samedi, dimanche, on est dans la période des loisirs. On peut admettre plus de temps d'écran. Ça peut être une forme d'organisation. Il y a d'autres rituels, c'est de dire à l'enfant, les écrans, c'est à telle heure, après les devoirs, le jeu au jardin, la lecture, voilà. Dire, quand tu auras fait tout ça, tu auras un temps d'écran, voilà. Oui, c'est surtout pour les plus petits qui n'ont pas, qui connaissent pas l'heure ou autre et qui n'ont pas forcément la notion du temps, effectivement, trouver des moments dans la journée, justement, où il y a des rituels qui se font, comme vous dites, une fois après avoir fait tout, pouvoir avoir ce petit temps-là. Super. Alors après, on a beaucoup de témoignages de professionnels, effectivement, qui travaillent avec des enfants qui nous font part des conséquences. Ils se rendent compte notamment des instituteurs ou autres qui nous disent qu'ils constatent effectivement des somnolences, de l'agressivité, de la fatigue, des déficits d'attention. Donc, je vois que les avis sont partagés entre les différents professionnels de la petite et de l'enfance plus généralement. Alors après, on a une personne qui nous dit qu'effectivement, elle a de la famille qui est loin et donc, du coup, elle utilise des sortes de visio pour pouvoir communiquer avec ses proches. Donc là, bien sûr, c'est un cas particulier. Hein. Justement, on n'est pas là pour interdire totalement les écrans, ni même les diaboliser. Ça fait partie de la génération. Donc forcément, bien sûr que nous sommes à un moment donné ou un autre, nous allons nous tourner vers les écrans. Donc bien sûr que vous pouvez échanger avec votre famille à distance et ne pas priver vos enfants de pouvoir échanger avec les grands-parents à distance. Mais alors, j'ajoute que l'écran en visio, comme actuellement, oui. C'est un écran qui permet des interactions. Ça n'a rien à voir avec un écran passif. Hein. Donc là, vous pouvez être rassuré, vous pouvez parfaitement faire des visios avec la famille qui est loin. Simplement, faites attention au temps passé parce qu'il y a l'impact sur la vision. Voilà. Là, on va être plutôt dans les problématiques de la vue et du sommeil parce que lumière bleue, etc. Voilà. Mais par contre, en termes d'attention, de concentration, là, ça n'a plus le même impact puisque l'enfant est actif dans une conversation. Là, moi, je suis favorable aux visios avec les grands-parents qui habitent loin. Bien sûr. Et puis même là, c'est vrai qu'on le voit. Là, c'est vrai que vous avez été assez nombreux à vous connecter sur ce webinaire-là. Donc, c'est vrai que peut-être en conférence, en présentiel, il n'y aurait pas eu autant de monde. Donc, c'est vrai que ça peut être un outil très utile, hein, justement, pour pouvoir communiquer, pour faire passer des messages. Donc, c'est vraiment ça. Il faut avoir un usage raisonné. C'est vraiment le message à faire passer. Alors, justement, par rapport à la question du strabisme, docteur, et de la vision notamment, est-ce que c'est plus dangereux, est-ce que les écrans sont plus dangereux pour un enfant qui a des problèmes de vue ou pas? Notamment le cas d'un enfant qui aurait un strabisme, est-ce que justement l'usage des écrans est plus néfaste pour lui que pour un enfant qui n'aurait pas de problème de vue?
Bien sûr que s'il y a déjà au départ une faiblesse, la problématique ne va faire que s'amplifier. Cela dit, voilà, je dirais que ce n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre, mais effectivement, surtout un strabisme, c'est un problème il y a un problème d'oculomotricité en plus, donc ce sera certainement plus délétère. Mais les écrans en général, alors déjà, pas d'écran de lumière des écrans dans le noir, hein, il faut vraiment que les enfants les regardent avec la lumière allumée, parce que donc les enfants qui regardent dans le noir, c'est très, très mauvais, hein. Donc, oui, quand il y a une pathologie, ça peut être un petit peu plus délétère, mais bon, c'est délétère de toute façon, et je crois qu'on est loin de voir les conséquences, parce qu'on n'a pas le recul encore nécessaire en termes ophtalmo, hein, sur les yeux. Bien sûr. Merci. Alors après, nous avons des remarques par rapport à, voilà, est-ce qu'il serait envisageable d'organiser une intervention dans le cadre d'établissements scolaires ou autres? Alors, sachez que ce que vous pourrez faire, puisque je le dirai tout à l'heure, mais vous aurez la possibilité, vous aurez un petit questionnaire où vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre à disposition votre adresse mail, si vous souhaitez que l'on vous envoie des supports ou autres. Après, sachez que nous allons également créer une affiche avec justement un QR code qui renverra vers le replay de ce webinaire que vous venez de voir. Donc, n'hésitez pas, ça peut être un outil, justement une affiche ou autre, n'hésitez pas à les diffuser auprès des parents ou auprès de toute personne qui puisse être, voilà, au niveau des partenaires qui puissent être intéressés par cette thématique-là. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à nous laisser un petit commentaire au niveau du questionnaire, votre adresse mail. Si vous souhaitez que l'on vous envoie des supports, ce sera tout à fait possible. Après, vous dire s'il y aura des interventions au niveau d'établissements scolaires, ça, je ne pourrais pas vous le dire. Peut-être renseignez-vous auprès de s'il y a une infirmière scolaire ou peut-être au niveau des directeurs pour le faire remonter. Après, je sais qu'il peut y avoir voilà, c'est une thématique qui monte de plus en plus, donc il pourra peut-être y avoir des interventions qui seront mises en place progressivement. Nous, on a déjà quelques pistes et c'est pour ça aussi qu'on proposait ce webinaire-là. Donc, il y a des outils qui vont être mis en place et qu'on nous essaierons de mettre à votre disposition, bien entendu. Alors, je vois que le nombre de questions afflue, donc je vais essayer de passer. On va essayer de faire un peu rapidement. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour accompagner justement les ados? Parce que c'est vrai que souvent, on dit que les ados, ils rentrent au collège, ils ont besoin d'un téléphone ou pas, ou du coup, ça rassure les parents ou autre. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux parents pour les accompagner justement lors du premier téléphone ou du premier smartphone chez les ados? Alors, première chose, donc adolescence, ça dépend à quel âge on dit cela. Vous avez vu que l'âge du premier téléphone, c'est 9 ans et demi, hein, donc surtout pas trop tôt. Aujourd'hui, il y a une réglementation, et il n'y a pas si longtemps que ça, où les téléphones portables seront équipés pour les mineurs, enfin les enfants, d'un logiciel de contrôle parental. Donc, c'est surtout le contrôle des contenus, et après se dire qui est rassuré, et quel est l'usage dont l'enfant a besoin, quoi, quelque part, et dont moi, parent, j'ai besoin. Alors, c'est effectivement un phénomène de société. Je crois il faut l'accompagner dans l'acquisition de ce nouvel outil, pas le laisser seul, et nous-mêmes, en tant que parents, revoir notre comportement par rapport à notre propre téléphone portable. Si c'est des petits conseils. Après, voilà, peut-être, Jeanne, tu veux rajouter quelque chose? Je pense qu'il faut prévenir les enfants de tout ce qui peut se passer sur un réseau social. Et je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est sur les réseaux sociaux et dans ta vie virtuelle, ne fais rien que tu ne ferais pas dans ta vie réelle. Voilà. On ne se promène pas tout nu dans la rue, donc on ne partage pas de photos de soi dénudées. Les insultes, c'est interdit, donc c'est pareil sur les réseaux sociaux. Je pense que ne jamais perdre le contact avec la vie réelle, je pense que c'est un bon repère pour les enfants. Et surtout que les parents s'intéressent à ce qui se passe dans la vie virtuelle de leurs enfants. Je n'aime pas trop entendre, moi je ne surveille pas le téléphone de mon enfant car je lui fais confiance. Je pense que là, c'est prêter trop de responsabilités à l'enfant qui n'est pas capable avant 20 ans de s'autoréguler. Ça se passe vraiment au niveau des aires frontales du cerveau. Il est incapable de se réguler sur le temps passé, il n'est pas encore conscient du danger. Donc les parents, on a du boulot jusqu'à la fin du lycée pour accompagner nos enfants, leur donner des éléments
voilà, de savoir se repérer en cas de danger, savoir parler aux adultes en cas de danger, ne pas avoir honte de dire… Et alors, justement, si un enfant voilà, a un choc suite à un visionnage de quelque chose qui l'a choqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ouvrir le dialogue. Déjà, ouvrir le dialogue, s'interroger effectivement sur quand un enfant a une modification de comportement assez brutale, donc interroger de ce qu'il a pu voir et donc ouvrir le dialogue par rapport à cet enfant, essayer c'est pas toujours facile hein, parce que des fois ils veulent pas parler, surtout les ados, et après lui dire qu'il existe aussi que c'est voilà, qu'il peut avoir été choqué par des images, que des personnes sur Internet n'ont pas le droit de faire cela, que c'est répréhensible par la loi, et faire des signalements. Il y a une plateforme qui peut être sollicitée pour… vous allez sur Mon enfant et les écrans sur le site santé.gouv et vous avez un tas d'informations extrêmement pertinentes et intéressantes sur l'accompagnement et la capacité à porter plainte sur le fait que l'enfant a pu visionner des images choquantes. Mais vraiment, c'est un sujet, dès lors qu'il y a un changement de comportement, un repli, un enfant qui n'est plus le même, l'interroger là-dessus, être en écoute active. Mais la question essentielle, c'est surtout de prévenir cela et en lui disant, ben voilà, tu vas avoir notamment dans l'accompagnement du premier téléphone, tu vas avoir ton premier téléphone, donc le logiciel de contrôle, et si un jour tu fais une mauvaise rencontre ou tu es choqué par des images, voilà, il faut que tu nous en parles, on peut t'entendre, et c'est dans la qualité de l'écoute et dans la qualité du dialogue engagé avec l'enfant que les choses pourront se dire. Très bien. Après, on a des questions par rapport aux troubles 10. Ça fait qu'il y a une personne qui nous dit qu'en général, les troubles 10 sont là dès la naissance. Est-ce que… Voilà, je pense que le message plutôt à faire passer, c'est que c'est en termes de diagnostic, c'est pas qu'un enfant, enfin, un docteur, je vous laisserai plutôt peut-être étayer un peu plus à la chose, mais c'est plus que c'est au niveau du diagnostic où il y a peut-être des erreurs qui peuvent être faites, où on pense parfois que c'est des troubles 10, alors que ça peut être tout simplement des troubles liés justement à l'usage des écrans et donc qui trompent un petit peu, qui font faire un faux diagnostic. Je pense que c'est plus dans ce sens-là que vous souhaitiez l'exprimer. Absolument, hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, des signes évocateurs de troubles 10 doivent d'abord faire évoquer, ce n'est pas les écrans qui font devenir 10, on est bien d'accord, hein. Ça n'arrange pas les troubles 10, ça c'est clair, hein, et je laisserai Jeanne peut-être compléter là-dessus, mais avant de penser 10, c'est-à-dire dyslexie, retard de langage, etc., penser aux écrans et mettre en place les conditions favorables au développement de l'enfant, à l'acquisition du langage et notamment le langage oral. Alors, je vois nous avons énormément de questions. Je suis vraiment désolée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes, des partenaires qui se répondent entre eux, donc c'est super, vraiment. Je vois que on a vraiment des remerciements de plein de personnes qui nous remercient vraiment pour ce webinaire, pour la qualité, qui nous encouragent et qui sont vraiment qui sont entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Effectivement, n'hésitez pas à partager. Ce replay sera disponible donc sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie, donc surtout n'hésitez pas à le partager vraiment pour le porter à la connaissance de tous. Voilà, nous on va créer un support aussi, je le disais tout à l'heure, une affiche, donc n'hésitez pas, voilà, on pourra vous transmettre ces documents. J'essaie de balayer rapidement les questions. Je vois qu'on a énormément, voilà, on nous remercie, on nous demande voilà, les informations. Une infirmière puéricultrice en PMI depuis de nombreuses années qui oriente de plus en plus les enfants vers les orthoptistes, etc. Puisqu'effectivement, il y a de nouvelles difficultés qui rentrent en compte par rapport à l'éducation des enfants. On nous remercie aussi en tant qu'orthoptiste justement d'avoir parlé des liens, enfin de l'impact des écrans sur la vision aussi. Voilà, je pense que j'essaie de balayer rapidement une dernière fois. Donc, on nous retourne effectivement. On sent que quand même les personnes sont assez démunies par rapport
voilà, à comment réagir effectivement par rapport à cet impact des écrans vis-à-vis des jeunes. C'est vraiment les retours que nous avons des personnes qui ont assisté. Alors, une question tout simplement, vu que la télévision enfant n'est pas recommandée, est-ce que la musique n'a pas le même effet? Non, c'est vraiment au niveau de la vision et de l'attention. Donc, la musique, non, on peut très bien écouter la musique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Allez, je propose une dernière question. Mon enfant s'ennuie et je ne sais pas quoi faire, notamment dans une salle d'attente, notamment, voilà, on est tous passés par là en tant que parents. Voilà, mon enfant s'ennuie, ou du moins, j'ai tendance à lui donner mon téléphone pour le faire patienter. Voilà, quels conseils pouvez-vous donner? Alors, comme le disait tout à l'heure docteur Bayard, l'ennui est fondamental et il précède la créativité, l'imagination, les inventions à travers le jeu libre. Donc, laissez vos enfants s'ennuyer quelques minutes, un petit quart d'heure, parce qu'il y a une forte activation des aires cérébrales, de la projection et de la pensée rétrospective. L'enfant fait le bilan sur ce qui vient de se passer et puis il projette qu'est-ce que je pourrais faire maintenant. C'est très intéressant et très fondamental dans le développement de son intelligence et de son imagination. Donc laissez-les s'ennuyer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant en salle d'attente? Eh bien, on peut lire un livre, on peut se mettre à quatre pattes s'il y a quelques jouets au sol et explorer les objets, surtout pour les enfants tout petits. On peut le laisser un peu trafiquer avec les clés. Là, je parlais tout petit, hein. Les clés, voilà ce qu'il y a dans le sac à main s'il n'y a rien de dangereux et éviter le smartphone. Voilà, on peut profiter avec des plus grands jouets aux devinettes. Voilà, je pense qu'il faut faire de ces moments un petit peu offerts un temps d'interaction un peu privilégié avec son enfant parce que finalement, dans une journée, il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Merci Jeanne. Allez, une dernière question, parce que je vois que c'est vrai que beaucoup de personnes sont intéressées. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'écrans, notamment en entrant au collège, puisque c'est vrai qu'on demande aux parents de se munir d'ordinateurs ou autre. Voilà, quel est l'impact des écrans utilisés à l'école, justement, en termes de tableaux interactifs, ou cet ordinateur maintenant qui est de plus en plus présent, de plus en plus tôt par rapport à cet usage éducatif. Voilà, quel est cet impact par rapport aux écrans utilisés au niveau de l'école? Alors, là encore, pardon, docteur. Oui, je pensais, Jeanne l'a dit tout à l'heure, en fait, hein, c'est la question de l'usage passif ou l'usage actif des écrans. En revanche, la répercussion, là, je vais parler en tant que médecin et Jeanne complétera peut-être sur le développement, mais moi, c'est plutôt un usage au niveau la problématique sur le retentissement physique, notamment au niveau des yeux et notamment au niveau du temps de sédentarité, d'inactivité. Mais en fait, quand ils sont à l'école, ils sont assis quand même. Donc là, ça n'a pas tellement d'impact. C'est peut-être plus au niveau des yeux que je vais dire. Et après, je te laisserai, Jeanne, peut-être la parole sur la question des apprentissages. Mais je crois qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques que celles qu'on a. Oui. L'usage principal en classe, hein, je pense qu'il y a des enseignants qui nous écoutent, du tableau interactif, c'est en fait, c'est une grande vidéoprojection du support qui se trouve dans le livre de l'élève, qui permet de travailler collectivement sur le support, qui permet d'annoter des choses directement sur l'écran. En fait, voilà, c'est un grand vidéoprojecteur qui est actif, la classe participe, ça facilite quand même le travail. Là, je ne vois pas d'impact particulier sur le système d'attention volontaire. Par contre, voilà, c'est l'usage des vidéos qui doit être mesuré et qui doit toujours être questionné du point de vue de l'intérêt, la pertinence, est-ce que le support est... voilà. Je pense que c'est là où il faut vraiment mesurer, c'est l'usage de la vidéo passive. Voilà. C'est ça. Mais merci beaucoup. On va pouvoir clôturer ce moment d'échange. Alors, voilà, en conclusion, on peut dire que voilà, c'est vraiment le message à faire passer. L'objectif de ce webinaire-là, c'était vraiment de mieux comprendre l'impact des écrans sur les enfants, mais sur tout le monde, en fait, hein, en général. De se dire voilà, qu'il faut avoir un bon usage des écrans, ne pas les diaboliser, puisque voilà, il faut vraiment, vous l'avez dit, au niveau de l'attention, c'est vraiment important. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous les replays de nos webinaires sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Il y a déjà différentes thématiques qui ont été abordées. Donc, il y a peut-être déjà des réponses
à certaines questions que vous vous posez ou autres. Donc, ça peut être sur les dépistages des cancers, ça peut être sur l'hygiène bucco-dentaire, l'activité physique. Voilà, il y a pas mal déjà de réponses. De nouveau, je tenais à vous remercier, Dr Bayard et Jeanne Tonicello, pour votre participation et toutes ces explications qui étaient très, très claires. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à nos futurs webinaires, eh bien, c'est toujours possible. Vous pouvez vous inscrire donc sur notre site amélie.fr dans la rubrique près de chez vous. Vous allez retrouver toute la programmation des webinaires à venir, puisque nous en organisons régulièrement. Le 24 janvier, il y aura un webinaire sur la souffrance psychologique des jeunes post-Covid. Il y aura le 6 février un webinaire sur comprendre l'endométriose. Le 16 février, il y en aura un autre sur les 1000 premiers jours. Donc là, c'est adressé aux futurs parents ou aux parents de tout petits ou aux personnes travaillant dans le cadre de la petite enfance. Il y a d'autres webinaires à venir sur la santé environnementale, sur les dangers du soleil. Voilà, il y a plein de thématiques qui seront abordées. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter le programme des webinaires sur le site amélie.fr, donc dans la rubrique près de chez vous. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça, là, comme aujourd'hui, dès qu'il y a un webinaire qui est passé, vous recevez une petite notification justement si vous souhaitez revoir le replay. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, à la fin de ce webinaire, vous recevrez un court questionnaire de satisfaction. Donc ça, c'est pour tout simplement pour nous améliorer. Il y a toujours de quoi améliorer donc pour nos futurs webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, s'il y a des choses qui vous ont plu, des axes d'amélioration ou autres. Je vois qu'on a de nouveau des retours, donc des personnes qui nous remercient vivement pour cette présentation, pour toutes ces réponses, etc. Merci à vous d'avoir participé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires santé. Belle journée à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.